Ça, D'accord. ça tourne. Alors, bonjour Cédric. Bonjour. Alors, nous sommes aujourd'hui avec Cédric le gouverneur, qui est Cédric Gouverneur. gouverneur. Ben, ça commence bien. Nous sommes aujourd'hui avec Cédric gouverneur. Je ne sais pas pourquoi je veux qu'il soit le gouverneur. C'est gouverneur, c'est déjà pas mal. Et Oui. qui va nous parler de tout le travail De qu'il a fait, l'écriture du la roman historique. documentation, voilà, pour écrire un roman historique. Donc, il va nous parler un petit peu aussi. Alors, Cédric, à vous, je vous laisse le crachoir. Dites-nous tout ce que vous voulez. Eh bien, voilà, je me présente. Je m'appelle Cédric Gouverneur. Je suis journaliste. J'ai une formation d'historien à la base et je suis reporter depuis 20 ans. Et comme beaucoup de journalistes, j'avais des prétentions littéraires, à savoir que j'ai toujours écrit des nouvelles, par exemple. Et j'ai écrit 2 romans qui sont restés dans des tiroirs. Et il y a quelques années, j'ai commencé à faire des reportages en Scandinavie. J'ai été très vite fasciné par les jeux de lumière à ces hautes latitudes et bien entendu par l'histoire des Vikings. Et en 2014, je vois un documentaire sur Arte, un docu-fiction, on va dire, sur les colonies vikings du Groenland. Comment elles ont disparu et comment elles se sont effondrées. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces colonies fondées aux alentours de l'an 1000 exportaient principalement de l'ivoire de morse. Chaque été, à la belle saison, des bateaux venaient d'Europe pour se procurer de l'ivoire de morse, des fourrures et fournissaient des produits européens de première nécessité à ces colons du bout du monde. Or, au XIVe siècle, que s'est-il passé? L'ivoire de morse a été concurrencé en Europe par l'ivoire d'éléphant. L'ivoire d'éléphant arrivait directement à Venise. Donc, quand vous êtes un marchand européen, que vous avez une flotte de bateaux et que vous avez un petit peu de bon sens et de rationalité, vous n'allez pas aller jusqu'au Groenland, compte tenu des conditions de navigation de l'époque, pour vous procurer de l'ivoire de morse, alors vous pouvez acheter de l'ivoire d'éléphant moins cher à Venise. Ça va dans tout le Et sens. oui, toujours le libre-échange. Donc, Et voilà, on est déjà dans le. dans la mondialisation Ouais, on de est déjà la là-dedans, quoi. technologie médiévale. Donc, nos malheureux vikings du Groenland ont dépéri. Plus aucun bateau n'est venu jamais les ravitailler. Et ils sont morts de faim, de froid. Quelle horreur. Et l'archéologie nous l'apprend, puisque on a compris qu'en étudiant les restes de ces colonies au Groenland, on a trouvé des os de chiens dans les cuisines, donc ils ont fini par manger leurs chiens. On a trouvé des coups de hache sur les maisons, donc ils sont sombrés dans la guerre civile. Et on a trouvé des signes d'anémie, de scorbut sur les restes. Donc ils ont vraiment péri Dans d'atroces souffrances, comme selon la Voilà. tradition sacrée. Et moi, je me suis dit, voilà, je vais rassembler toutes les informations disponibles à ce sujet et je vais essayer de comprendre et de raconter comment sont passées les dernières années. Donc, ce que j'ai fait, c'est pour ça, j'ai lu déjà tout ce que j'ai pu me procurer euh, comme articles et livres sur la question. Il y a beaucoup d'articles d'histoire et d'archéologie qui ont été écrits sur le sujet. Jared Diamond, dans Effondrement, a tout un chapitre sur le Groenland Viking. Ultima Thule de Jean Mallory en parle aussi. J'ai envoyé des emails à l'université de Bergen en Norvège pour connaître le cours de l'ivoire de morse au XIVe siècle. Ils m'ont gentiment répondu. Ah oui. Et énorme coup de chance dû à mon métier de journaliste, j'ai pu me rendre au Groenland, ce qui m'a permis, si vous voulez, de pouvoir comparer mes impressions et mes lectures avec la réalité, pouvoir prendre des notes et pouvoir décrire le mieux possible une lumière, un soleil arctique. Alors, le soleil arctique au mois de décembre, si vous voulez, c'est juste une lueur orangée, violette à l'horizon, Une vague tout au lueur, sud. ouais, c'est C'est ça, oui. vraiment impressionnant. Pardon? C'est juste une vague lueur, oui, c'est pas tellement. Voilà, c'est ça. Donc, c'est extrêmement impressionnant. Donc, j'ai rassemblé toutes ces informations. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bon, voilà, je vais construire mon histoire.
Donc, pour ça, j'ai commencé à bâtir des personnages et à les construire avec leurs interactions, leurs réactions. Donc, en sachant qu'il s'agit de gens du Moyen Âge, avec leur perception du monde, celle qui était la leur à cette époque, donc une société virile, guerrière, religieuse, hiérarchisée. Il faut savoir, par exemple, on sait également que la moitié des terres, ou la majeure partie des terres appartenaient aux nobles et à l'Église, y compris au Groenland. Donc on imagine bien les tensions que ça a pu créer sur le plan social, ça je l'ai utilisé, je ne vous en dis pas plus. Donc on a des gens qui sont confrontés à une catastrophe, qui ont leur valeur du Moyen Âge, mais qui se retrouvent naufragés sur leur propre terre parce qu'ils commencent à comprendre que plus aucun bateau ne va venir les ravitailler, donc c'est extrêmement grave, ils n'ont pas d'échappatoire. Donc ils se retrouvent naufragés chez eux, en situation de survie, à lutter pour survivre. Et donc ils vont s'adapter, ils vont se battre, ils vont s'aimer et ils vont se trahir. Alors, je vais faire un aparté sur les traîtres. À savoir que j'aime beaucoup les traîtres, non pas dans la réalité, mais Des dans les personnages, romans. ce sont Pourquoi? des personnages intéressants, oui, il y a beaucoup à dire. Exactement. Oui, Ce oui. sont des personnages fascinants, extrêmement utiles pour un romancier, parce que le traître permet de créer un rebondissement majeur dans votre récit. Il a sa propre logique, il sert ses intérêts, il veut survivre. Donc sa décision de trahir lui semble parfaitement rationnelle de son propre point de vue. Et il est motivé par cette logique et il la met en œuvre. D'accord? Et alors, si en plus c'était le meilleur ami qui devient le traître, alors là, vous avez un truc Par exemple. extraordinaire, forcément. Voilà. Et j'ai mis également des histoires de cœur. Je ne vous en dis pas plus. Bien sûr, Mais bien voilà, sûr, il y a des interactions, il y a des personnages féminins toutes très les histoires qui forts. courent dans une société humaine, bien sûr, il faut qu'il y en ait. Exactement. Voilà. Alors, comment on Alors, fait je voudrais parler également en termes comment on de fait sources. à partir d'une masse de documentation Mhm. indifférenciée, du coup indistincte, comment on fait pour piocher les bons, enfin comment vous avez fait, parce qu'il n'y a certainement pas qu'une manière de faire, pour piocher justement les parties intéressantes, parce qu'on ne peut pas tout dire en même temps. Le but, c'est pas d'être exhaustif sur la société viking du Moyen Âge, puisque Voilà. ce serait pas un roman. Donc il faut sélectionner en fonction de Mhm. l'histoire qu'on raconte, les parties qui vont être naturellement insérables dans le roman pour lui donner toute sa profondeur et sa consistance, mais il ne faut pas tout dire. Alors, comment vous y prenez pour faire ça? Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'évite de donner un cours d'histoire au lecteur parce que Oui, c'est c'est fatigant. barbant, oui. Donc, ce que je fais, c'est que ce sont les dialogues, ce sont les personnages qui vont raconter ce qui se passe dans leur dialogue les uns avec les autres et dans leur dialogue intérieur. C'est dire, voilà, ah, bah, il n'y a plus de bois, comment ça se fait qu'il n'y a plus de bois? Bah, les bateaux ne sont pas venus. Dire, ah, mais il ne faisait pas si froid avant. Non, non, depuis du temps de. Un jeune homme va s'adresser à un ancien, dire, mais il faisait pas. Qu'est-ce qui fait froid? Moi, et l'ancien va dire, oui, mais quand j'étais jeune, il faisait beaucoup moins froid que ça. Et on pouvait encore cultiver sur le fjord le fjord qui est plus au nord. Là, maintenant, on ne peut plus. Maintenant, il est trop froid. Et ainsi de suite. Donc, ce sont les personnages dans leur dialogue et leurs interactions qui vont raconter l'histoire sans qu'on ait besoin de faire un cours. Euh, Ce que j'ai fait également, c'est que quand je me suis rendu sur place, j'ai posé des questions aux Inuits. Parce que j'ai utilisé pas mal, j'utilise des mots Inuits et je me suis rendu compte dans ma documentation que j'utilisais des mots Inuits du Nunavut. Alors le Nunavut, c'est au Canada. Et quand j'ai commencé à parler, citer ces mots Inuits aux Inuits du Groenland, en disant non, c'est pas les mêmes. C'est pas Dire l'Inuit et non, l'Inuit du Groenland et l'Inuit du Nunavut, c'est comme l'espagnol et le français, si vous voulez. Il y a quelques différences. Donc j'ai pu corriger par rapport à ça. Ce que j'ai fait également, j'ai utilisé une bonne source d'infos qui est ce livre. Euh, c'est en anglais, c'est The SAS Handbook. C'est le Aventure et survie. C'est écrit par un para britannique et qui raconte un peu comment survivre dans toutes les circonstances. Et il y a tout un chapitre sur la survie en Arctique. Et j'ai pu ça tombe piocher bien. les idées comment se comporter face à un ours polaire en furie, euh,
comment affronter un grand froid, la cécité des neiges, le scorbut, la déshydratation, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pas mal aussi comme source. Il faut penser à ce genre d'informations, c'est très utile, Ouais, ouais, parce bien sûr. qu'après, ils traitent la survie en forêt, la survie dans la jungle, la survie quand on tombe à la mer, et ainsi de suite. Mais en tant que reporter, il y a une habitude, il y a forcément déjà une programmation qui fait que quand vous avez besoin d'une information, vous savez où la chercher parce que Oui, voilà, hein, ben oui, même des je suis un formations peu professionnelles, facilité par voilà. ça, hein. C'est clair que Un auteur lambda, un citoyen lambda, la première chose qu'il fait de nos jours, autrefois on ouvrait l'encyclopédie, maintenant ce qu'on hmm, fait de nos jours, on va sur notre ordinateur ou sur notre téléphone et on tape dans la barre de recherche voilà. Groenland, Moyen Âge, et puis on rote des informations. Mais alors, et j'imagine, alors je voulais le faire et puis j'ai oublié finalement. Voilà. J'imagine que si on fait ça, on va trouver 30 000 pages peut-être, ou 3 millions de pages, un truc comme ça. Et donc, on regarde toujours ce qui se passe en première page. Mais en première page, il n'y a pas forcément les sites les meilleurs, les sites les plus intéressants. Il y a seulement les sites qui sont Oui. mieux référencés, donc où il y a le meilleur webmaster, si vous voulez, le Mhm. meilleur community manager, mais ça ne veut pas dire que le site est de meilleure qualité, contrairement à ce que les gens croient. Donc, comment on fait pour aller chercher comment s'y prendre si vous deviez donner des conseils à quelqu'un Bah, qui n'a pas l'habitude de faire une documentation? Comment chercher sur un sujet historique de manière ordonnée pour avoir accès aux informations qui nous intéressent? À qui on s'adresse? eh bien, regardez, ça dépend du sujet donné, mais regardez les sites des universités et les travaux universitaires. Oui, Faites attention aux sources. Et plutôt que reprendre tel ou tel article, regardez, bon, il faut que ce soit des journaux à peu près sérieux, plus des sources universitaires. Ça, c'est pas mal. Achetez également des livres de spécialistes, hein, c'est quelques euros, même en poche, d'occasion, et vous aurez déjà pas mal d'infos. Après, tout dépend du sujet. Mais il y a énormément, quoi, énormément de choses qui ont été écrites. Ça dépend de si vous faites un bouquin qui se passe pendant la bataille de Verdun, vous allez lire tout ce qui a pu être écrit par les historiens sur Verdun. Euh, il ne faut pas tomber dans si vous faites un faut pas bouquin tomber qui a dans lieu pendant... la surdoc non plus, parce qu'on Non, peut passer sa après, vie il à faut faire le consulter la tri. documentation et jamais oser écrire. Voilà. Et c'est dommage. Et le piège aussi, c'est... moi, j'ai toujours... j'ai souvent rêvé de faire un bouquin qui se passerait pendant la Rome antique. Et, et bon, j'ai pas mal de bouquins d'histoire sur l'Empire romain. Et après, je me suis dit que c'est en fait le contexte est si complexe et si riche que je crois que le risque, en fait, c'est un peu de se perdre et d'oublier l'histoire et d'être écrasé, si vous voulez, par la description, être écrasé par la description du contexte. Là, pour Blanche Terre Verte, la chance que j'ai, c'est que voilà, j'ai juste un village médiéval, un fjord, des Inuits aux alentours, des ours, c'est pas Oui, ça très reste compliqué. voilà, Oui, c'est un petit ça reste. territoire. Voilà. Voilà, j'ai pas la majesté de Rome à décrire, la complexité du pouvoir que l'Empire, le Sénat et ainsi de suite. C'est plus simple quelque part. Euh, Après, il y a des auteurs, bien sûr, qui parviennent à dépasser cet écueil, quoi. Après, je pense je vais parler également de ce que j'apprécie en roman historique, mais après, voilà, il faut pouvoir dépasser cet écueil. Pas toujours simple. Alors aussi, je me suis retrouvé, alors ça va vous faire rire, hein, je pense, mais je me suis retrouvé devant ma première scène de bataille. J'arrive à ma première scène de bataille et je me suis retrouvé désarmé. Parce que je dis, ah, voilà, ok, c'est la bataille. Et là, je dis, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, oui. Vous avez donc vous avez deux rangées de types avec des boucliers, des épées, des haches et des casques qui vont joyeusement s'étriper. Mais comment concrètement, qu'est-ce qui se passe? Et là, je me dis, mais je ne peux pas l'écrire comme ça. Non, il faut que ce soit sérieux. Donc, j'ai d'abord consulté, je suis allé sur des sites historiques de reconstituteurs. Je
Je suis allé sur des sites spécialisés dans les combats médiévaux, les combats à l'épée, Ouais, pour bien sûr. pouvoir écrire geste après geste comment deux guerriers qui sont l'un face à l'autre avec des haches et des boucliers s'entretuent. Donc ça demande un peu de logistique et un peu de documentation. Et Ouais, c'est une ça. fois que j'ai lu tout cela, je suis revenu pour écrire ma scène. Okay. Mhm. Ensuite, j'ai eu ce privilège lors de mes interviews, parce que j'ai fait pas mal de reportages à travers le monde, et je suis allé également sur des théâtres de conflits, de guerres civiles, et j'ai interviewé des vétérans et des guerrieros, des soldats, et ainsi de suite. Et en passant du temps avec eux, j'aurais posé des questions sur voilà, comment ça se passait quand ils avaient tué un ennemi concrètement, qu'est-ce qu'ils ressentaient, comment ils le vivaient. C'est quand même quelque chose d'épouvantable sur le plan humain. Et je me suis permis de réutiliser, si vous voulez, les impressions, le ressenti qu'ils m'avaient confié pour mon bouquin. Voilà, qu'est-ce que ressent concrètement Mhm. après une bataille un combattant, quoi. Ouais. C'est quelque chose d'assez terrible sur le plan psychologique, quoi. Donc, et mes interviews passées m'ont aidé à le décrire de façon la façon la plus juste possible, j'espère. Alors également par rapport aux détails, je me souviens d'une scène où j'avais une partie d'échecs. Et donc, vous avez une partie d'échecs, et je décris un peu la partie d'échecs. Seulement, voilà, 6 mois plus tard, j'apprends que le fou, la pièce du fou, en lisant un article sur les échecs, j'apprends que la Elle est pièce du vachement fou récente, ouais. a été inventée, je crois que c'est au XVIIe siècle, quelque chose comme au XVIe ou XVIIe siècle, et donc elle ne pouvait pas exister dans ma partie. Donc j'ai dû rectifier 6 mois plus tard. Heureusement, maintenant, j'ai retrouvé c'est facile de revenir sur son texte. On n'a plus les machines à écrire, on a le traitement de texte, Ouais, ça va mais plus. j'ai dû corriger ceci. Et ainsi de suite. Il y a énormément de détails qui changent, si vous voulez, au fur et à mesure de l'écriture. C'est pour ça que ça prend quand même beaucoup de temps, hein. Donc, Blanche Terre Verte, j'ai mis 3 ans pour l'écrire, hein, je précise, hein. Donc, l'idée de départ, c'était en juillet 2014 et j'ai écrit le mot fin en juin 2017. C'est quand même 3 ans de boulot pour 450 pages. Donc, je sais qu'il y a des écrivains qui écrivent un roman en 3 mois. Pour Oui, moi, oui, oui, sinon, oui, oui, c'est. d'accord. Mais enfin, il y en a pas tant que ça, quand même. Il y en a pas tant que ça. Non, non, bien sûr. Mais ça prend énormément de temps. Ah, mais forcément, il y a toutes les Euh, recherches à faire. Et oui, bien sûr, ça prend, ça, c'est la partie qui prend du temps. Puis l'écriture elle-même, elle prend du temps déjà. La réécriture, il y a tout c'est un processus, l'écriture. Donc, ça se fait pas en claquant des doigts. ah oui, oui, ça prend du temps. Puis Raison évidemment, de je ne fais plus pas dans le ça à roman plein temps. historique. J'ai un métier à côté. Je suis journaliste, donc je travaille la journée. Donc j'écrivais mon roman, si vous voulez, le soir et le week-end, quand j'avais un jour de libre. D'accord. Alors, Et alors, pour résumer, vous si vous voulez, connaissiez la fin dès le début, vous connaissiez la fin, mais le lecteur la connaît oui, aussi. alors, Alors, j'avais il y a la un fin. écueil là aussi, parce que tout le monde J'avais connaît la la fin de fin. l'histoire. J'avais la fin, mais si vous voulez, il me manquait. J'avais les 2 tiers plus la fin, et j'ai ramé pendant plusieurs mois pour trouver l'accroche entre les 2 tiers et la fin. C'est-à-dire les, j'avais les 50 dernières pages, j'avais les 250 premières pages, et il me manquait entre la page 250 et la page 350, qu'est-ce qui allait se passer. Et les bonnes idées arrivent souvent comme ça, sans attendre. Et c'est souvent dans le demi-sommeil qui accompagne le premier réveil. Vous savez, quand vous vous réveillez, votre chat vous réveille à 6 heures du matin pour avoir des croquettes, vous allez vous Attendez, recoucher. vous parlez du chat, ça tombe bien. Je vous coupe juste 2 minutes parce que j'ai un chien et il est dehors et il gratte à la porte et donc je n'entends que lui. Donc Je vous en prie. je vais lui ouvrir à l'instant. Casse-pied, allez viens. Voilà.
Voilà, oui, excusez-moi. Alors, oui, le demi-sommeil du matin, je Oui, confirme. Moi aussi, j'ai beaucoup voilà, dans d'hypnose à ce demi-sommeil moment-là. du matin, vous recouchez et là, vous avez des pensées qui viennent. Et tout d'un coup, j'ai eu un beau matin, c'était en avril 2017, le 6, je crois, exactement. J'ai eu le déclic et j'ai compris, voilà, j'ai eu l'idée pour briser ce goulot d'étranglement dans lequel était tombé mon récit. Et donc, j'ai écrit le mot fin en juin 2017. Et je D'accord. voulais vous dire un mot sur les dialogues également. Les dialogues dans le roman historique, c'est beaucoup de travail. Bah oui, Pourquoi? forcément, parce qu'on ne parlait pas à l'époque comme on parle maintenant. Exactement. Et oui. Alors, il faut réfléchir à chaque mot pour que les dialogues soient crédibles. Donc là, on est au Moyen Âge. Alors, En il y a même temps, deux écueils. faut être compris par le lecteur, donc il ne faut pas trop en faire non plus, parce que Voilà. Donc, il y a un deux subtil dosage. écueils. Deux écueils. Le premier écueil, c'est que vos personnages ne doivent pas s'exprimer comme Jacouille la fripouille dans Les Visiteurs. Parce que là, c'est totalement ridicule. Oui, c'est sûr, c'est pas le même style. Mais ils ne doivent pas s'exprimer non plus comme nos contemporains. Donc, c'est énorme, zone de confort, ou ce genre d'anachronisme, ça serait pareillement ridicule. Donc, moi, je me souviens d'avoir lâché et abandonné au bout de quelques pages un pseudo-roman historique qui était censé se dérouler au Moyen Âge, mais où un des personnages avait utilisé le mot microbe. Microbe, le microbe, de mémoire, c'est un mot qui a été découvert au XIXe siècle. Donc, quand vous avez un personnage du Moyen Âge qui utilise le mot microbe, bon, voilà, l'auteur n'a pas fait son boulot, pas besoin d'aller plus loin. Voilà. Et donc, réfléchir à chaque ligne de dialogue et peser chaque mot dans son contexte, en disant, voilà, est-ce qu'il est crédible que les personnages expriment ainsi? Ça demande énormément de boulot. J'ai eu un autre questionnement, c'était par rapport au fait que mes personnages, certains sont tatoués. Or, le mot tatouage est un mot polynésien. En français, ça fait un peu ridicule d'utiliser le mot tatouage, sachant les racines c'est un mot polynésien. Donc, j'ai préféré parler de dessin gravé sur la peau plutôt que de tatouage. Euh, donc ça, c'est petits exemples de voilà, faire attention à cela pour les dialogues. Alors pour conclure, je dirais que le roman historique, c'est l'histoire humaine au milieu de la grande histoire. L'intime au milieu du spectaculaire. L'éphémère, à savoir la vie humaine, au milieu de l'éternel, qui est le fil des siècles. Et un peu comme le haïku, où un haïku, dans l'haïku japonais, c'est le fragile par rapport à l'immense, en relation avec l'immensité. Euh, c'est par exemple le roseau s'appuya sur la lune. Et là, ça, on est un peu là-dedans quand vous avez un roman historique qui raconte l'histoire d'un soldat à Stalingrad ou l'histoire d'un viking ou l'histoire d'un scribe dans l'Égypte antique ou d'un gladiateur à Rome. Vous avez un personnage avec la fragilité de son existence, parce que l'espérance de vie à ces époques était quand même extrêmement réduite, face à Elle l'est l'immensité toujours, des mais on fait siècles. semblant hein, qu'on a gagné quelque chose. Voilà. Et face à l'immensité des siècles et face également euh, au poids de nos connaissances. Parce que nous, on sait la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on sait que l'Empire romain s'est effondré, que C'est pour les ça que Allemands je vous perdaient le parlais de la fin Kaiserreich. tout à l'heure. C'est pour ça que je vous parlais de la fin tout à l'heure. Je ne vous parlais pas de la fin Ah de l'écriture, je vous parlais de la fin de l'histoire, vraiment. C'est-à-dire que tout on nos sait, personnages ils ne savent pas, bon, ils se doutent, mais ils ne savent pas que leur colonie va disparaître et va être ouais, totalement mais vous, oubliée. vous le savez Je le avant, sais, avant d'écrire, et le lecteur le sait avant d'ouvrir le bouquin. le lecteur le sait, et c'est ça, il faut toujours se mettre avec humilité à la place du personnage et comprendre le monde de la façon dont lui va le comprendre par rapport à ce qu'il vit, par rapport à l'époque à laquelle il le vit. Euh, pardon. Vous voulez boire un verre Alors, d'eau? c'est tout ça le roman histoire.
Pardon? Vous voulez boire un petit verre d'eau? Vous avez beaucoup de Non, tout. c'est bon, tout va Ça bien. va? Alors, pour finir, parce que je n'ai pas parlé que de mon roman, ça serait extrêmement prétentieux. Donc, je vais vous citer également je vais vous parler mes romans historiques préférés, quand même, qui m'ont vraiment donné envie de faire ça et de me consacrer à ce genre. Alors, évidemment, Ken Follett, Les Piliers de la Terre, que tout le monde connaît ici, donc j'en parle pas plus parce que tout le monde le connaît, tout le monde l'a lu, j'imagine. Mais il y a deux chefs-d'œuvre qui sont beaucoup moins connus et dont j'aimerais vous parler. La religion de Tim Willox, qui se passe pendant le siège des Turcs à Malte en 1560, avec une histoire d'amour, un chevalier, une princesse et un vil inquisiteur. Et extraordinaire Azteca de Gary Ça, je Jennings, connais ça, oui, aussi. roman américain écrit dans les années 70, qui Mm. raconte la conquête et la destruction du monde aztèque par les conquistadors, du point de vue d'un aventurier aztèque particulièrement déjanté. Donc ça, c'est un pavé, ça fait 1000 pages, et je vous assure, je l'ai lu 2 fois, et Oui, je le j'ai lu lirai sans celui-là, il y a problème longtemps que une j'ai lu troisième fois. celui-là, oui. Je l'ai beaucoup aimé aussi. Ouais, ouais. Après, Également, il y a plusieurs façons de traiter l'histoire, c'est-à-dire que soit vous écrivez, quand vous écrivez réellement un roman historique, c'est-à-dire que la trame de l'histoire fait partie intégrante de votre scénario. exactement. Après, il y a aussi des auteurs qui choisissent un moment de l'histoire comme toile de fond de ce qu'ils racontent, mais qui ne rentrent pas plus que ça dans les événements historiques, dans la politique de l'époque, dans vraiment ce qui s'est passé. C'est Hmm. juste une toile de fond. Et ce n'est pas tout à fait la même manière d'aborder les choses. Ouais, tout à fait. Et pour finir, Les Bienveillantes Oui. de Jonathan Little, donc assez terrible et contemporain. Et pour ceux d'entre vous qui lisent l'anglais, et pour une raison qui m'échappe, ça n'a jamais été traduit en français, c'est quand même incroyable. La trilogie Raven de l'anglo-norvégien Jill Christian. C'est très très bien. Et donc il y a 3 tomes et ça se dévore. Et c'est quoi? C'est une histoire de Vikings aussi, ça? C'est l'histoire de Vikings, c'est l'histoire d'une bande de Vikings à travers l'Europe, de l'Angleterre à la France et jusqu'à Constantinople. C'est extraordinaire, on ne s'ennuie pas une seconde. Et bizarrement, pas traduit en français. Quoi, je ne sais pas. Et donc voilà. Donc pensez à ça. Donc la grande histoire et la petite histoire, le fil des siècles et la fragilité de la vie humaine. La documentation, donc pensez à des détails très pratiques, non seulement le cadre historique, à savoir le cadre politique et historique de l'époque que vous traitez, mais également des détails sur comment dépecer un ours, comment survivre au scorbut, comment survivre par le grand froid, et ainsi de suite. Donc des détails très pratiques. Le vocabulaire utilisé, les noms propres, la façon dont les gens s'habillaient, ce qu'ils mangeaient, très important. Mm. Là aussi, j'ai lu dans un roman historique, voilà, c'est la faute, c'est une mauvaise traduction, hein. C'était anglais, et le traducteur ou la traductrice a mal traduit un mot, et donc a fait, et on apprend que les Anglais mangeaient du maïs au Moyen Âge. Ah bon? Étonnant. Sachant que le Les Anglais maïs en a été vacances découvert, alors? voilà, le maïs a été découvert dans le Nouveau Monde en Euh, 1492. Et donc voilà. Donc pensez évidemment à ce que mangeaient les gens, au rapport de force politique aussi à l'époque. Donc il y a tous ces éléments à prendre en compte et en considération. Donc, D'accord. et n'hésitez pas à passer plusieurs années pour écrire votre roman historique, quoi. C'est beaucoup de Il y a travail. Mais plusieurs, après, il y a plusieurs ouais, méthodes. la récompense,
La récompense que vous avez, c'est quand vous recevez, parce que je suis sur Facebook et Twitter, quand vous recevez des messages dithyrambiques de vos lecteurs qui vous disent, qui vous disent qu'ils ont adoré votre livre, qu'ils le recommandent, ça n'a pas de prix, hein, Ben, bien sûr. c'est clair. Voilà. Et je voudrais dire un mot de mon excellent éditeur également, LBS à Lille. LBS, ça veut dire les bouquins de Sabine. C'est une maison Et raisonnable. donc, voilà, parce que moi, j'ai reçu entre 15 et 20 lettres de refus de la part d'éditeurs. J'aurais pu caler une armoire normande avec les lettres de refus, je crois. Et finalement, il y a cet éditeur lillois qui m'a fait confiance et qui m'a publié. Et je le remercie chaleureusement. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je vous dis à bientôt. Ça sera diffusé, prochainement? Ça sera diffusé prochainement. Je ne sais pas encore quand, parce qu'il y a d'autres vidéos qui ont été tournées avant qui vont être programmées, mais assez rapidement. De toute façon, je vous ferai signe, hein, je vous tiendrai au courant. D'accord. Et puis, Génial. je partagerai aussi les liens dans des groupes on va essayer de donner à ça un petit peu de visibilité, un petit peu plus de visibilité. C'est toujours bon C'est à prendre. extraordinaire. C'est toujours bon à C'est prendre. extraordinaire. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Cédric. Merci bien. Bonne Merci, à fin bientôt. À d'après- bientôt. Bonne fin d'après-midi. À Au vous aussi. au Merci. revoir. Au revoir.